Salut à tous. Alors, une petite vidéo pour vous lire quelques textes de la revue La Piscine. Je me suis aperçu que dans le nombre de vidéos que j'ai pu faire depuis ouais, quelques années maintenant, je n'ai jamais parlé de la piscine. Bon, peut-être parce que j'en suis partie prenante avec mes amis Louise Imagine, Philippe Castelnau et Alain Mouton. Voilà, peut-être pour ça que finalement j'ai jamais, pris le temps d'en lire quelques-uns. Donc voilà, je vais faire ça à l'occasion de la parution au mois d'octobre du numéro 2 de la revue La Piscine. Donc je vais vous lire d'abord l'édito qui est l'édito de la partie couleur, puisque la revue a un côté couleur et un côté noir et blanc. Donc on peut lire des deux côtés en tête de bêche. Donc voici l'édito qui résume assez bien le thème de ce numéro 2 qui est incidence-coïncidence. Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche de lui en inventer un? Lewis Carroll. Une rencontre imprévue, la répétition d'un événement que nous percevons aussitôt comme un signe, la présence improbable de deux choses simultanément ou au même endroit, une légère variation de lumière, un simple reflet dans une vitre, ce que nous attribuions communément au hasard résonne cette fois trop fort. C'est le surgissement de l'inattendu, venu ébranler nos certitudes et changer notre regard. Il n'y a pas de coïncidence que notre incapacité à appréhender le monde autrement que tel qu'on nous a éduqués à le voir. En optique géométrique, l'angle d'incidence se définit entre un rayon incident et la normale à la surface. Ici, la rencontre fortuite de deux lignes de fuite agit comme le révélateur de notre inéquation au monde, à une vision biaisée du monde, ce monde normal auquel on veut à toute force nous faire croire depuis notre tendre enfance. De cet angle mort, réputé invisible, surgit l'émerveillement. Ce n'est pas de la folie, c'est une accommodation inédite de notre œil et qui nous rend nette une image située, non pas au-delà du punctum remotum, mais comme en marge. Le hasard, ce que, faute de mieux, nous appelons hasard, est une révélation. La nécessité extérieure se ferait un chemin dans l'inconscient humain. Ça, c'est une citation de André Breton dans L'amour fou. Ce chemin, les auteurs réunis donc dans ce numéro l'ont arpenté et on a fixé pour vous les traces. À votre tour de franchir le seuil qui conduit au merveilleux. Laissez derrière vos certitudes, soyez libre, soyez fou, ouvrez l'œil, vous êtes attendu. Voilà, revue La Piscine, le numéro 2, incidence, coïncidence, côté couleur, côté noir et blanc. Alors, je vais vous lire d'abord un texte écrit par Christophe Sanchez avec en regard la photo de Louise Imagine. La fille forêt. Il y a toujours dans nos cerveaux des choses qui s'apparentent au cœur. Des choses comme des artères embuées qui nous guident vers des émotions pures. Qu'il s'agisse de la synchronicité d'une pensée avec une réalité, d'un événement qui en rappelle un autre, ou d'un geste qui semble venu d'un passé inatteignable, nos sentiments tournoient dans nos têtes comme une brise saisie dans le plus dense d'une futaie. J'ai longtemps réglé mon pas sur le tien, joué avec tes intrigues de cours, en tournant autour comme la pierre dans la main du gamin qui joue à la marelle.
Je t'ai longtemps cherché des yeux, je n'ai jamais pu que t'effleurer. N'ai jamais eu le courage de t'attirer loin du regard des autres, de te sortir du bois, de goûter ensemble à l'essentiel de nos sèves. J'ai parcouru le chemin à ta recherche en chassant le hasard qui pourrait te trouver. Le frisson que me procurait l'inaccessible tenait en moi une part de bonheur. Voulais-je vraiment te rencontrer? Quand je te croyais près de moi, mon corps s'ébrouait comme si je me trouvais nu au milieu d'une clairière par un matin de rosée. Ma tête semblait soudain s'injecter de sang. À simplement croiser ton regard, mes pensées s'enchevêtraient, devenaient lourdes, creuses comme une combe. Tu sentais la fougère et l'humus. Le vent n'existait plus que pour caresser tes cheveux. Ta silhouette, découpée dans le soleil, se dressait comme la promesse d'un arbre centenaire. Mais autour de tes racines, personne ne voyait ma ronde sensible. Pourtant, dans le ciel, l'esquisse d'une rencontre dessinait notre nuage. J'ai souvent pensé au ridicule d'ainsi te suivre dans la forêt, à chercher la coïncidence qui provoquerait la rencontre, alors que ce n'était qu'une traque de solitaire, qu'un désir noyé dans un rêve. Parce que la quête ne suffisait plus, ma tête a appelé mon cœur pour lui dire de cesser de courir après des chimères. Que de l'arbre, finalement, ne naîtrait jamais notre branche. Que la fille forêt ne traverserait jamais le chemin qui la relie à la plaine. Voilà, la fille forêt avec la belle photo de mon amie Louise Imagine. Alors, un autre texte, Philippe Castelnau, comme ça j'aurais fait tous les piscinistes. L'atelier rouge de Philippe Castelnau. Quand elle entra, il était au téléphone. Elle s'approcha doucement, il la vit et lui sourit, lui indiquant d'un geste d'attendre un instant. Elle se détourna, fit quelques pas dans la galerie. La galerie était célèbre, on s'y pressait souvent. Le tout Paris l'adorait, ou adorait la détester, en fonction des saisons. Son propriétaire avait réussi plusieurs coups, lancé quelques modes et fait la fortune d'une poignée d'artistes. Mais il avait gardé la tête froide, et il était resté fidèle à son projet. Il expliquait ainsi sa réussite. L'endroit était relativement modeste, avec dans un coin une table toujours en désordre, une seule chaise, des murs rouges, et les toiles qui, lorsqu'elles n'étaient pas accrochées, étaient posées à même le sol pour donner l'illusion de l'atelier. Elle se souvient de sa première visite, presque 3 ans plus tôt. Elle venait d'être engagée comme assistante d'édition et on l'avait chargée de superviser la réalisation du livre qu'écrivait la galeriste. On l'avait mise en garde, on le disait sulfureux, séducteur. Elle l'avait trouvé timide en regard de sa réputation. Il était issu de la grande bourgeoisie française, avait fui sa famille et ses valeurs en choisissant l'art contemporain. Il avait tout quitté, il avait réussi, et pour finir, c'était un bourgeoisé. Il avait conscience de ses contradictions et s'en amusait. Il avait un goût sûr, mais il était sûr de lui qu'en affaire. Il semblait ignorer qu'avec les femmes, sa relative maladresse était aussi sa plus grande force. Il entendit qu'il mettait fin à sa conversation. « Bonjour, dit-il en s'avançant vers elle. Vous allez bien ?» Ils se connaissaient bien, mais n'avaient jamais pu se résoudre à abandonner le vouvoiement. Ils aimaient la distance complice que cela mettait entre eux. Il l'observait. Elle était grande, rousse, les cheveux bouclés, tombant sur les épaules. Elle n'était pas particulièrement jolie, mais dégageait un charme et une sensualité qui le troublaient à chaque fois. Il se retrouvait ici pratiquement chaque semaine, depuis 3 mois, en fin de journée. Son premier livre avait été un succès, un certain succès, avait eu un certain succès, suffisamment pour en lancer un deuxième. Leurs discussions portaient presque toujours sur des motifs professionnels et ils évoquaient rarement d'autres sujets.
Ils ne savaient pratiquement rien l'un de l'autre, sinon que par des propos rapportés par des tiers, auxquels ils tâchaient de ne pas prêter trop attention. Mais il y avait entre eux une complicité forte et une attirance réciproque qui n'osait pas s'avouer. Elle avait revêtu ce jour-là un chemisier en soie légère mauve avec des motifs à fleurs, porté sur une courte jupe d'un violet plus foncé. Elle tenait de la même main son sac et son ordinateur portable, entraînant un déhanchement involontaire de sa silhouette qui le séduisit aussitôt. Allons nous installer au café d'en face, dit-il. Il commanda 2 espressos, la petite table carrée était bancale et du fait de la disposition de la salle, ils se tenaient serrés l'un près de l'autre. Elle posa les épreuves du manuscrit devant elle, mais le café servi, il lui restait peu de place pour poser le reste de ses affaires, ce qui l'obligeait à se pencher sans cesse vers son sac pour en retirer ses documents. L'ordinateur tantôt sur ses genoux, tantôt en équilibre précaire sur l'angle de la table, et lui, la dévorant des yeux, ne l'écoutant pas. Elle le sentait et elle en était troublée. Elle bafouillait, son visage s'empourprait. Elle décroisait ses jambes, tirait sur sa jupe, appuyait ses mains sur ses genoux. Il n'eut pu s'empêcher de remarquer, au gré de ses gesticulations délicieusement maladroites, que ses dessous étaient assortis à la couleur de son encens. Il ressentit pour elle une attirance animale. C'était quelque chose d'inconscient, un désir enfoui, profond, qui balayait sa raison. Il sentait en lui une envie d'elle purement sexuelle, une pulsion brute et irrésistible. Il se souvint que 2 ans auparavant, lorsqu'ils avaient finalisé son premier livre, c'est elle qui l'avait invité à boire un verre. C'était un soir d'hiver, il était fatigué, enrhumé, il avait l'impression que sa tête était sur le point d'exploser. Il ne s'était rien passé. Ils avaient parlé un moment de tout et de rien, et puis elle lui avait dit qu'elle devait y aller, rentrer seule et dîner. Elle n'avait pas relevé. Elle avait même laissé payer ses boissons. Peu après, elle s'était arrêtée. Elle avait eu un enfant. Il ne l'avait pas revu, mais ne l'avait pas oublié pour autant. Ils avaient été heureux d'apprendre qu'ils travailleraient à nouveau ensemble pour ce nouvel ouvrage, un catalogue raisonné, consacré à un artiste qu'il avait contribué à faire connaître. Et ils s'étaient ainsi retrouvés plusieurs fois au cours des derniers mois. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Jamais il n'avait ressenti une telle attirance pour elle. On parlait dans les journaux d'une éruption solaire inhabituelle, la plus forte depuis 5 ans. Et il mit ça sur le compte de la tempête de particules qui balayait la Terre, sans doute à l'instant même. Aujourd'hui, il ne pensait qu'à ça. Sa bouche, les boucles de ses cheveux tombant sur sa nuque et ses cuisses découvertes. Ils avaient fini de travailler, prirent un autre rendez-vous. En voulant le ranger, elle fit tomber son agenda. Se penchant tous les deux pour le ramasser, leurs doigts se frôlèrent. Il posa un court instant sa main sur le bas de son dos. Sa décision était prise, il allait lui proposer de rester. L'inviter à dîner. Son téléphone sonna, il attendait cet appel et il décrocha. Elle en profita, rangea maladroitement ses affaires dans son sac et se levant, lui fit un petit signe de la main avant de lui tourner le dos précipitamment. Tout en parlant distraitement à son correspondant, il la regarda s'éloigner. Il ne se retourna pas, mais il savait qu'elle rougissait. L'atelier rouge, rouge comme la page en face, où il y a Fabrice Farr d'ailleurs. Voilà, l'atelier rouge de Philippe Castelnau. Voilà, et un dernier. Alors, c'est pas un pisciniste, mais bon, voilà. J'aime bien ce texte, et puis je trouve que il se prête bien à une lecture. Ça s'appelle La Tâche, et c'est écrit par Fabrice Carpentier. Et donc en face, on a une tâche, mais alors sans l'accent circonflexe. La tâche du peintre Olivier Chevalier. Voilà, de l'incidence des recherches conscientes sur l'inattendu. Voilà, comment finalement une tâche sur sa table de travail peut faire une jolie photo, peut faire une jolie œuvre.
Donc la tâche de Francis Carpentier. J'avais la réputation d'être dur à la tâche. Qu'elle fût noble ou modeste, je mettais un point d'honneur à ne négliger aucune des tâches qui m'incombaient. Je me targuais de consacrer autant de soins aux tâches ménagères de ma vie domestique qu'aux tâches administratives de mon activité professionnelle. L'expérience m'avait appris combien les tâches les plus modestes sont les plus gratifiantes, tant elles concourent à l'harmonie de la vie sociale. Ceux qui s'acquittent des tâches ingrates méritaient l'admiration plutôt que le dédain, telle était ma conviction. Il n'en demeure pas moins que certaines tâches sont plus exaltantes que d'autres. J'avoue que je me suis senti flatté lorsque ceux qui m'employaient m'ont confié la tâche dont il va être question. C'était une tâche énorme et complexe, dont il était difficile de discerner les contours. On voyait pourtant au premier coup d'œil qu'il s'agissait d'une tâche ambitieuse, susceptible d'influer sur le destin de l'organisation. Cette tâche offrait à qui la mènerait à bien des perspectives si alléchantes que je m'en emparais avec enthousiasme en dépit de son aspect rébarbatif. Venir à bout d'une tâche aussi ardue, aussi pénible, aussi rebutante soit-elle, n'est qu'une question de méthode. Avant d'entreprendre quelque tâche que ce soit, il faut savoir se ménager le temps d'en prendre la mesure, d'appréhender ses composantes et de planifier son exécution. Les techniques modernes de management offrent à cet effet de nombreux outils de formalisation des tâches. Il suffit de s'y conformer. Leur maniement m'étant devenu familier, tant par la fréquentation des séminaires ad hoc que par la force de l'habitude, ce fut pour moi un jeu d'enfant que d'évaluer la tâche qui m'était assignée, de définir son contenu, d'identifier les étapes de sa réalisation, de calculer leur durée médiane optimale et d'en dresser une to-do list sous forme d'une succession chronométrée de verbes d'action. Cette approche raisonnée me permit de réaliser combien la tâche qui m'échait pouvait à la fois paraître répétitive, voire routinière, et se révéler exaltante, puisque primordiale dans le fonctionnement de l'organisation. Lorsque je leur fis part de mes travaux d'ordonnancement, ceux qui m'ont employé me félicitèrent de la pertinence de mon planning et des tableaux de suivi dont je l'avais assorti, en m'intimant de me mettre à la tâche sans plus tergiverser. Soucieux de me montrer à la hauteur de la tâche, je m'y attelai aussitôt sans rechigner, avec ardeur. Je me consacrais totalement à ma tâche, sans ménager mon temps ni mes efforts. C'était une tâche exigeante qui réclamait une attention de tous les instants. Ma tâche se révéla si prenante qu'elle m'accaparait l'esprit autant que le corps. Petit à petit, ma tâche m'absorba tout entier. C'est ainsi que je disparus. Pour autant, ma tâche subsistait, gigantesque. Autant j'avais rempli ma tâche, autant elle avait débordé de ses limites. Plus je m'étais investi dans ma tâche, plus elle avait pris de l'importance. J'avais implémenté ma tâche de graisse variable et augmenté son poids. Assurer ma tâche à fond et dans les grandes largeurs avait provoqué l'extension de son domaine. Me tuer à la tâche avait fait de ma tâche une tâche démesurée. Ma tâche avait pris une telle ampleur qu'elle était devenue ingérable. Personne ne se sentait la force d'assumer une si lourde tâche. Chacun n'y voyait qu'une tâche épineuse que nul ne savait par quel bout prendre. C'eût été manquer de lucidité que de ne pas s'apercevoir que ma tâche était devenue trop embarrassante pour ne pas compromettre à terme la bonne marche de l'organisation. De façon pragmatique, ceux qui m'employaient prirent le parti de suspendre l'exécution de ma tâche, afin de se donner le temps de réfléchir à la meilleure façon de l'évacuer. À vrai dire, sans cesse sollicités par d'autres tâches plus urgentes, ceux qui m'employaient négligèrent de prendre ma tâche en considération, faute de temps. Et au fil des jours, l'organisation évolua vers des tâches nouvelles. Ma tâche passa au rang de tâche annexe dans la hiérarchie des priorités de l'organisation. Jugée obsolète, ma tâche se mua au fil du temps en tâche résiduaire, en tâche sans objet ni intérêt. C'est ainsi que ma tâche disparut, après moi.
Beaucoup seraient aujourd'hui surpris d'apprendre qu'une telle tâche ait seulement pu exister. À peine se produit-il de temps en temps, très rarement, que ceux qui m'employaient fassent encore référence à cette tâche révolue, sous la forme d'une brève allusion pour mémoire, lorsqu'il leur prend la fantaisie d'évoquer l'histoire de l'organisation. La tâche de Francis Carpentier, avec une photo d'Olivier Chevalier. Voilà, la piscine, côté noir et blanc, côté couleur. Bon, ben là, apparemment, j'ai lu que des trucs côté couleur. Mais enfin, le côté noir et blanc est aussi très sympathique. Hop, côté noir et blanc, hop, dans l'autre sens. Voilà. Salut!